crée dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, l'as juré pour la vie. Et bien quand je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Belle version d'un classique, La vie en rose, Madeleine Peyroux. Là, il y en a qui voient la vie en rouge parce qu'on sort pas de la fameuse zone rouge. Ce matin, on en parle dans le Journal de Québec, le directeur de la santé publique de la capitale nationale qui dit, écoutez, c'est peut-être un dernier moment, là, il faut être très prudent avec les variants, même ici dans la capitale nationale. Ça va bien pour le moment, mais soyons prudents. Alors, oui, on voit un peu encore la vie en rouge, mais soyons patients. Ceci étant dit, on s'entretient maintenant et c'est le moment, là, une semaine sur deux, on parle à Georges Gouma, notre chroniqueur d'Afrique noire. Et aujourd'hui, on va parler de la culture de la fraude électorale instituée au Congo-Brazzaville. J'ai aujourd'hui, mais on y reviendra puisque ce sera une série de chroniques autour de ce sujet. D'abord, bonjour Georges. Bonjour Caro. Comment vas-tu? Ben, je vais très bien. Et toi-même, comment vas-tu, Caro? Oui, je vais bien. Je vais très, très bien. Un peu froid ce matin, mais c'est bon. C'est tonique, comment dire. C'est super, voilà. Bon, alors, et puis on va se tourner vers le Congo. Il y aura d'autres élections, là. Et encore une fois, c'est pas la première fois que tu nous en parles, mais force est d'en reparler. Ça ne change pas, là. C'est vraiment une culture de la fraude électorale qui est instituée là-bas. Ouais. Oui, mais c'est cela. C'est vraiment... C'est une histoire tragique, Caro, avec le Congo-Brazzaville. C'est une histoire tragique parce que, évidemment, sur le CKRL, nous avons eu l'habitude de beaucoup en parler. Il y a 5 ans à peine, en direct, pratiquement, nous avons suivi les élections au Congo-Brazzaville qu'on pensait pouvoir être démocratiques, mais qui n'étaient pas du tout démocratiques, où le fameux dictateur qui est revenu au pouvoir par les armes et continue à s'imposer par tous les moyens. Par tous les moyens, Caro. Bientôt 40 ans au pouvoir que M. Sassou Nguesso est au pouvoir. Il a été aidé dans sa reconquête du pouvoir en 1997 par la France chiracienne. Il y a beaucoup d'éléments là-dessus et c'est comme si la France, jusqu'aujourd'hui, a choisi seulement Denis Sassou Nguesso et est prête à accepter toutes les conneries que Denis Sassou Nguesso est en train de faire. Parce que pour un pays de 5 millions, à peine 5 millions d'habitants seulement, 3e producteur de pétrole en Afrique noire, et que M. Sassou Nguesso n'arrive pas à développer un tout petit pays avec d'énormes potentialités de sous-sol, avec beaucoup d'argent. C'est ça qui est quand même dommage. Si ça s'arrêtait simplement par là, Caro, qui n'arrive pas à développer et qu'ils veulent rester au pouvoir. Mais il a doublé ses législatures d'une dimension très tragique, c'est-à-dire qu'il massacre les gens au Congo-Brazzaville, au su et au vu de tout le monde. Il emprisonne les opposants, il les massacre en même temps, au su et au vu de tout le monde. Et la France, qui l'a réinstallée là, est tranquille, ne dit absolument rien. C'est comme si la vie des Congolais ne comptait pas. Et le Congo fonctionne comme un royaume, dans le sens plein du terme, qui est au service d'un seul individu et toute sa cour. Le reste du Congo, ce n'est pas son affaire. Oui, c'est aussi cette partie-là qui est scandaleuse, là, au vu et au su de tout le monde, comme ce que tu dis, que la France soit non seulement témoin, mais aussi peut-être un peu participative dans tout ça, là, en quelque sorte. Mais absolument, la France est participative, c'est l'occasion de le dire, et de pousser la France sincèrement à se raviser, à se réinterroger sur le soutien à un dictateur qui, ouvertement, au yeux de tout le monde, fait ce que je viens de décrire là, c'est clair et net. Bon, pourquoi la France le fait? On sait très bien que c'est le pétrole, les matières premières, la France exploite depuis très longtemps. Mais on peut exploiter ces matières premières-là et penser quand même aux Congolais et abréger les souffrances des Congolais.
C'est ça le truc. On ne dit pas que la France n'ait plus des intérêts au Congo-Brazzaville. Les rapports historiques avec la France sont quand même millénaires, entre guillemets. C'est quand même la France qui est la mère partie au Congo-Brazzaville. Donc aucun Congolais ne s'est levé pour dire que voilà, la France, on va te foutre dehors et tu n'exploites plus le pétrole ou le bois congolais. Ce n'est pas ça. Mais ce qui est insupportable, c'est que la France continue à soutenir une personne qui, clairement, comme je l'ai dit, massacre sa population. Et aussi l'autre dimension de la chose, qui parle de démocratie. C'est ça qui fait très mal aux démocrates. C'est-à-dire que, au moins, ici, il y avait deux camps. C'est-à-dire, d'un côté, les dictateurs qui assument leur dictature, qui disent clairement aux gens qu'écoutez, la démocratie n'y comptez pas. Moi, je suis un dictateur, je vais fonctionner sur la base de la dictature. Mais le problème, c'est que le dictateur se fait démocrate. Il dit à tout le monde que voilà, je suis démocrate. Oui. Et alors, mais là, nous qui sommes des démocrates, non, on ne peut pas supporter des choses comme ça. Et le monde entier ne devait pas supporter des choses comme ça, Caro. Oui, malheureusement, ça arrive dans beaucoup trop de pays. Les constitutions, on les change. Et c'est ce qu'il a fait. Là, quoi, M. Sassou Nguesso, il a près de 80 ans, 40 ans au pouvoir, tu disais. À un moment donné, la vie n'est pas éternelle. Est-ce qu'il a un dauphin? Est-ce qu'il pourra changer éternellement la Constitution? Parce qu'il l'avait déjà changé. Et là, il s'est placé au pouvoir pour encore combien de temps? Ben, pour l'éternité. Ah, pour l'éternité, oui, c'est ce que je me disais. Tant qu'à changer la Constitution. Oui. Mais il ne meurt jamais, lui. Il meurt jamais. Ben non. Donc, il va rester encore 100 ans, peut-être 1000 ans au pouvoir. C'est ça, c'est ironique quand on le dit. Mais même les dauphins, là, dans la situation du Congo, là, Caro, mais les dauphins, on n'en a même pas besoin. Il n'y en a même pas besoin. Nous voulons réinstaller au Congo une vraie démocratie et ça sera bien pour tout le monde, Caro. On ne peut pas continuer de cette manière-là dans un pays qui est complètement naufragé. Le pays est très très endetté parce que c'est ça même le sens de sa représentation aux élections. Il n'y a pas de sens à cela. Comment veux-tu te représenter dans un pays qui est complètement naufragé, qui est hyper endetté, c'est-à-dire vous avez endetté le pays. Le Congo est le pays le plus endetté par tête d'habitants au Congo. C'est-à-dire que tous les Congolais ont sur leur tête une dette incroyable, mais une dette pour laquelle ils n'ont pas contracté. La dette, c'est tout simplement un régime qui est là, qui est kleptocrate. Le régime est kleptocrate. Donc, ils ont les deniers publics, ils les ont dilapidés, ils ont mis dans des banques à l'extérieur du Congo-Brazzaville et le pays, ils sont là à les quémander auprès du Fonds monétaire international. Jusqu'aujourd'hui, le Fonds monétaire international ne leur a rien donné parce que c'est trop flagrant. Mais les fonctionnaires, Madame Lagarde qui était là, qui connaît bien la situation, Monsieur Strauss-Kahn, c'est tous ces gens qui sont, comment je peux dire, à Brazzaville tout le temps. Donc nous sommes face à une situation où, franchement, sur le plan purement humain, on ne comprend pas comment est-ce qu'une personne qui fait des actes vraiment incroyables, tragiques, dramatiques pour son pays, est soutenue par des gens qui pourtant pouvaient dire non, que trop c'est trop, il faut qu'on arrête pour donner un peu, laisser un peu respirer les Congolais. Oui. Les Congolais ne respirent absolument pas. Et quand je le dis, ce n'est pas de la politique, mais c'est la réalité, c'est ce que nous, les Congolais vivent. C'est très sensible puisque nous sommes quand même en contact avec nos familles et nos amis au Congo-Brazzaville. Oui. Et là, tu parlais d'élections frauduleuses. C'est donc dire qu'il y aura d'autres fausses élections, mais c'est oui, pour quand, là, tout ça? Ben oui, non, écoutez, Monsieur Denis Sassou Nguesso n'a jamais gagné une élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Aucun peuple qui a subi ce qu'il a subi ne peut comme ça se lever librement, je dis librement, donner un quitus à ce monsieur qui les a tués en tant que tel. Ce qu'il est en train de faire en ce moment, il dit qu'il a une élection le 21 mars prochain dans une semaine. Mais lui, il est le seul à parcourir le pays, à battre campagne alors que la campagne n'est pas encore ouverte, à un mois. Il est le seul, il utilise l'argent public à faire le tour du pays, à fermer les écoles quand il arrive dans une ville, pour que tout le monde soit dans la rue, pour montrer quoi? On ne sait pas. Pour montrer qu'il est populaire, on ferme tout, les administrations sont fermées. Et puis on convoie
des personnes à qui on donne de l'argent en courant, on les envoie dans la ville là où il va pour montrer le nombre, parce qu'il est tellement conscient que non, mais j'ai tellement fait du mal, même dans mon propre coin là, j'ai tellement fait du mal aux gens que personne, librement comme ça, personne ne viendra pour m'accueillir. Et donc il fait ça, on donne 2000 francs aux gens, aux 5000 aux gens, on les pousse à aller accueillir le président, et puis avec la propagande, il montre qu'il est populaire alors qu'il ne l'est pas. Et entre-temps, Caro, les autres, où sont les autres candidats? Les autres candidats, on ne les voit pas. Et il a tellement, les meilleurs candidats, il les a mis en prison. C'est-à-dire que ce monsieur, son chic, c'est évidemment quand une personne émerge et commence à faire sa place, on l'élimine systématiquement. Mais ça devient une tendance, en tout cas populaire là, chez certains, dans plusieurs pays. Là, on le voit avec Poutine aussi, qui enferme son opposant principal. C'est pas nouveau, mais il faut lutter contre ça. Là, il faut qu'à un moment donné, les autres pays se disent bon, c'est assez ce genre de gouvernance-là. Ben oui, c'est vrai que bon, mais là, moi quand on va vers ça, moi, ça me fait très 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 mal. Et pourtant, c'est la vérité. Poutine aussi est en train de faire ce que l'autre entre. Mais Poutine aussi, c'est parmi les gens qui soutiennent Denis Sassou Nguesso. Et quand Denis Sassou Nguesso évidemment voit comment ça se passe là-bas, ben il se tape. Voilà, voilà. Moi, ben si je fais, les autres le font. Mais ça, c'est ça qui est quand même dommage. C'est ça qui est quand même dommage. Et puis, ben ma foi, il faut que les populations refusent d'être esclaves. C'est vrai que il y aura un massacre, mais enfin, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Si où les gens choisissent de vivre dans l'esclavage, et puis, ben ma foi, il faut plus se plaindre, ou quand même les peuples se réveillent, résistent à la tyrannie. Et la résistance à la tyrannie, c'est quand même un droit qui est reconnu. Et quand tu poses ce point-là, Caro, j'ai tendance à te dire, à te donner raison, parce que voilà, l'exemple de Poutine ne nous encourage pas du tout. Hein. Mais Poutine, oui, c'est un exemple qui, similaire peut-être, reste que la Russie, elle est ce qu'elle est, tandis que le Congo, comme tu le disais, c'est encore, j'ai pas envie de dire, il est plus colonisé par la France, mais il y a encore des liens d'attachement, il est encore très uni à la France. La France, on peut comprendre que dans ce cas-là, pourrait peut-être agir. Oui, d'accord, mais c'est vrai que ça pourrait peut-être agir, mais d'un autre côté, Caro, par rapport à ce que tu viens de dire, quand on fait la comparaison avec la Russie, écoute, la Russie, malgré tout, hein, dans l'histoire du monde, il y a eu des dictatures éclairées. Les dictatures éclairées, c'est-à-dire le dictateur est là au pouvoir, mais fait avancer la nation, fait avancer le pays, avance. C'est ça le truc. C'est un peu, Kadhafi qu'on a tué là, par Sarkozy, il faut maintenant dire les choses ouvertement. Kadhafi, en Libye, la Libye, malgré la dictature, mais la Libye était un pays prospère. Il y avait le pétrole, mais on savait où passait l'argent du pétrole. Mais ce n'est pas le cas avec le Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que le dictateur est là, il a tous les moyens nécessaires, chaque fois qu'il a été au pouvoir, le pays a toujours eu beaucoup d'argent. C'est comme si les booms pétroliers, c'est quand il arrive au pouvoir. Quand les autres arrivent, l'intermède démocratique de Pascal Lissouba, il est arrivé 5 ans seulement, le type a eu du mal à avoir de l'argent pour avancer, mais pourtant il a quand même fait des choses qui sont formidables. Et 5 ans après, on l'a chassé. Donc au moins, si ce dictateur de Denis Sassou Nguesso pouvait être un dictateur éclairé, c'est-à-dire que les Congolais sentent dans leur existence qu'il y a un léger mieux, ça pouvait se comprendre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a fait un certain nombre d'ouvrages, il a construit des routes, mais le problème, c'est que ce qu'il a construit là, c'est tellement marqué par la surfacturation, c'est-à-dire qu'on peut commander une route à $10, il ne réalise qu'une route à $4. Et tous les jours au Congo, les gens voient très bien que, mais ce qu'on vient de construire, 4 ans seulement, ça se casse après une pluie. Vous savez, en Afrique centrale, il y a des pluies diluviennes. Oui, il n'y a pas de verglas, mais il y a des pluies. Il y a des pluies diluviennes. C'est tout. Mais alors, est-ce que quelque chose de bien construit, une route de bien construite, ne peut que résister à l'épreuve du temps et des intempéries comme ça là? Mais quand ils ont
construit un viaduc, là, la corniche à Brazzaville, qui est un ouvrage d'art, très très joli, mais 4 ans seulement après une pluie, ça s'est cassé. Mais attends, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc en fait, ils réalisent des choses tape à l'œil. C'est-à-dire qu'ils le font voir, tape à l'œil. Ah, il fait des choses, il fait des choses. Et j'imagine que tout ce qui est éducation, université, on n'en fait pas trop parce qu'on veut pas éclairer le peuple non plus pour qu'il se révolte. Non, l'éducation, c'est l'éducation et la santé, ce sont des secteurs qui ont les budgets les plus bas. Les budgets les plus bas. Donc, ça donne déjà le temps. Ça donne déjà le temps. Et le Congo, à une époque, avant Denis Sassou Nguesso, avant les années 80, puisqu'il est arrivé au pouvoir en 79, mais le Congo avait, en matière d'éducation, atteint les 100%, n'est-ce pas, d'alphabétisation. Hein? Les Congolais étaient alphabétisés à 100%. Il y a même M. Denis Sassou Nguesso, en répondant à une interview sur la chaîne française, a dit carrément, ouvertement lui-même, que non, mais il y a des moments où on atteint au Congo les 100% en éducation. Mais nous avons décidé de tout détruire, de tout casser. Et depuis qu'il est arrivé, l'éducation est tombée complètement bas. Il y a des régions entières, comme la région de Poul, dont nous avons parlé ici, qui est resté pendant près de 3 ans à se faire bombarder par M. Denis Sassou Nguesso. Ouais. Mais alors, pour quelle raison est-ce qu'un président de la République peut se lever comme ça, bloquer une seule région, et se mettre à bombarder à l'arme lourde? Mais on utilise l'armée pour combattre les étrangers, ou bien les pays étrangers qui viennent attaquer votre pays. L'armée n'est pas faite pour bombarder ses propres populations. Mais ça, M. Denis Sassou, pendant près de 3 ans, l'a fait ouvertement, et personne n'était capable de lui dire, mais non, on ne gouverne pas un pays comme ça. Okay. On gouverne un pays pour l'épanouir. On ne gouverne pas un pays pour le massacrer. Mais Georges, Georges, on comprend bien là, mais comment peut-on évacuer M. Sassou Nguesso du pouvoir, un coup d'État, la population qui est affamée, bien peu de force pour se révolter, visiblement il n'y a pas de volonté internationale. Comment on peut espérer que Sassou Nguesso parte du pouvoir? Ben oui, mais cette volonté internationale, nous l'avons espérée, Caro. Oui, mais peut-être que j'ai dit ça, puis peut-être qu'il y en a une, là. Mais non, mais écoute, tu as raison, parce que tu te rappelles que j'étais parti à New York. Nous sommes allés à New York, aux Nations Unies, à New York, et tu m'as fait une interview depuis New York, tu te rappelles? Mais oui, tout à fait. Ça fait voilà. Donc, nous sommes allés au FMI, aux Nations Unies, pour dire le Congo-Brazzaville. Mais la communauté internationale est restée attendre, alors que ça devait être quand même... On peut faire pression sur M. Denis Sassou Nguesso, il partira demain. Si la France se lève sérieusement pour dire que basta, maintenant ça arrête, il partira demain. Mais on le fait pas. C'est ça le grand problème. Maintenant, comme le disait l'ancien président, et le seul président élu démocratiquement au Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba, paix à son âme, qu'on a chassé comme un malpropre, mais après avoir vécu ce qu'il a vécu, vers la fin à la fin de sa législature, il a dit ouvertement, ce document-là circule quand même sur la toile. Il a dit, c'est pas la communauté internationale qui aidera le Congo, alors que c'est un président en exercice qui essaie de dire à la communauté internationale que voilà les pressions que je reçois de Denis Sassou Nguesso et des gens, de toutes les personnes qui sont derrière lui. Voilà ce qui se passe, Mais il a dit ouvertement que c'est pas la communauté internationale. Alors, la seule solution, je pense quand même que c'est le sacrifice des Congolais. Le sacrifice des Congolais, c'est le soulèvement populaire. Il faut que les gens comprennent qu'ils doivent se libérer et c'est leur droit. Et ce soulèvement populaire peut se passer sans qu'il y ait beaucoup de gens qui meurent si tout le monde dans le Congo-Brazzaville se lève comme une seule personne, parce que Sassou Nguesso ne tue les gens, n'est fort que quand il y a un coin seulement qui se lève et il envoie tous ses ordres de Staline là-bas pour massacrer les gens. Mais s'il voit que tout le monde a compris que ce type-là est en train de nous entraîner dans le naufrage le plus total, tout le monde se lève, y compris même dans sa propre région, pour se dire, mais attendez, ce monsieur, ce qu'il a planté là comme machin, demain s'il meurt, mais nous risquons d'en subir. Parce que les gens sont en train de subir incroyablement, et si un jour le pouvoir change par la force, parce que le pouvoir peut changer, même les régimes les plus forts dans l'histoire ont fini par s'écrouler. Mais il faut voir l'après-écroulement. C'est là. Caro, tu sais l'histoire du tsar Nicolas II de Russie?
Oui, un peu, oui, ben oui. Mais c'est simplement dire qu'il y a des exemples qui sont les gens. Quand le tsar Nicolas II a été renversé, on l'a mis en résidence surveillée. Il se disait que non, écoute, il a la vie sauve au moins. C'est pas comme Ceausescu qu'on a tué tout de suite. Mais Nicolas II, après, qu'est-ce qui est arrivé? C'est toute sa famille qui a été massacrée. Les enfants, les petits-enfants, tout le monde, toute la famille de Nicolas II a été massacrée. Donc c'est pas étonnant que dans certains pays comme le Congo, on puisse arriver parce que on a dit que Sassou pouvait régner éternellement, mais non, on ne règne pas éternellement. Hein. Il y a un jour qui s'appelle demain et il y a un jour qui s'appelle la fin. Maintenant, c'est à cette fin-là, comment ils vont faire pour continuer à sauvegarder le pouvoir? Et eux-mêmes, au sein du régime, ils le disent ouvertement là, ils l'ont dit clairement que quel est l'avenir des Mboshi? Les Mboshi, c'est l'ethnie de M. Denis Sassou Nguesso à qui il a donné tout le pouvoir. C'est-à-dire que pour lui, je pense que le pouvoir, c'est donner tous les manettes du pouvoir, de l'armée, de l'administration aux Mboshi. C'est vraiment comme ça qu'il fonctionne. Ouais. Mais après lui, il y a ça aussi qu'il faut voir. Ces gens-là, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Alors qu'aujourd'hui, il y a une possibilité quand même d'avoir une ouverture politique et aller vers la démocratie. Voilà une situation qui pourrait réinstaller un État à peu près égalitaire. Les Congolais ne sont pas aussi revanchards que ça. C'est-à-dire que, tu vois, je pense même à quelque chose qu'il ne peut pas faire. Ouais, Georges, on va être obligé de s'arrêter là parce que c'est fini. Si c'est pas la fin tout de suite de Monsieur Sassou Nguesso, en tout cas certainement que c'est la fin de cette chronique pour le moment parce que le temps file puis il y a d'autres invités, mais on y reviendra très certainement. On y reviendra, Caro. On va parler du CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo, et qui est une plateforme qui s'est mise en place, qui travaille très 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 fort pour voir un peu les conditions d'un changement de régime qui soit à l'actif des Congolais. Vous voyez, ça c'est des gens qui sont en train de travailler et qui ont une approche vraiment pédagogique par rapport aux populations. Et puis voilà. Donc on parlera de Congrès pour la Renaissance du Congo. Et d'ici là, je te souhaite une très bonne journée, une bonne semaine, Georges. Merci, Caro. Toi également. Bye bye. Alors 7h27, petite pause, on se retrouve après.